Dans un établissement psychiatrique, chaque journée est une rencontre avec la fragilité humaine. Et comme dans toute relation de soins, il y a des moments de tension. Des moments où les mots ne suffisent plus, où les corps parlent plus fort que la raison. C'est pour ces moments-là qu'existe l'équipe mobile de désescalade de l'EPSM de la Guadeloupe. L'EPSM de la Guadeloupe accueille chaque année des centaines de personnes en souffrance psychique. Des hommes, des femmes, des histoires qui débordent parfois des cadres habituels du soin. L'idée ne s'est pas imposée du jour au lendemain. L'établissement a longtemps réfléchi à la manière dont on pourrait prévenir les accidents de travail, à la manière dont on pourrait accompagner les patients et éviter, prévenir les passages à l'acte. Et il faut dire que nous avons eu, depuis quelques années, des patients qui ont des comorbidités avec des addictions. Ils sont sujets à des consommations de toxiques qui vont générer effectivement des comportements agressifs, très agressifs. Et nous avons eu des patients qui étaient très agressifs et qui ont même occasionné beaucoup d'arrêts de travail, d'accidents de travail. Il y a eu donc plusieurs réflexions, dont notamment lors d'un F3FCT, en fait, et où nous avons questionné la possibilité d'avoir une équipe de désescalade de la violence. Et donc, l'établissement a donc opté pour mettre en place une équipe qui serait donc dédiée à l'accompagnement des équipes dans la gestion des situations de violence et aussi dans ce que je pourrais appeler en fait l'humanisation même du soin. Face aux crises, les équipes avaient besoin de méthodes, de gestes, de mots spécifiques. Pas comme une réponse sécuritaire, comme une réponse humaine. Infirmiers, éducateurs spécialisés, différents par leur formation, leur parcours, leur façon d'entrer en relation, mais réunis par une même conviction, qu'il est possible d'apaiser sans imposer. Alors les missions de cette équipe mobile de désescalade résident en deux dimensions. La première dimension, c'est nos interventions quotidiennes au sein des unités intra-hospitalières, donc avec effectivement un public des usagers qui le plus souvent sont hospitalisés sous contrainte, en phase de décompensation aiguë. Et donc nos interventions au sein de ces unités intra-hospitalières, leur réussite réside dans le fait d'intervenir le plus tôt possible. Effectivement, on intervient dès les signes précurseurs, les signes précoces de la montée en tension d'un patient. Donc en fait, en amont, avant de descendre au sein des unités intra-hospitalières, on fait le point sur les différents dossiers des patients, des différentes unités, pour effectivement cibler les patients pour lesquels il y a une nécessité d'intervenir, notamment les patients qui présentent une tension sous-jacente, qui sont réfractaires, ou en tout cas pour lesquels il y a une nécessité effectivement de mettre en œuvre les techniques de désescalade, les techniques d'écoute empathique. Ça, c'est la première dimension de nos missions. Ouais, donc du coup, même on pourra même pas. T'es sûr, hein? Je fais que tomber si elle est de concomitant. Normalement, non? Ok. Eh bien, personnellement, j'ai passé 12 ans concrètement en unité fermée à l'EPSM où la violence et l'agressivité étaient quasi quotidiennes. À partir de là, j'ai vu plusieurs situations, plusieurs façons de gérer les choses, plusieurs conséquences, parfois, je dirais, néfastes pour les collègues avec blessures, arrêt maladie et compagnie. Et à partir de là, je me suis dit qu'il est important justement de savoir comment faire, d'avoir les connaissances, d'avoir des outils pour pouvoir gérer ces situations-là et ne pas se retrouver en difficulté. La désescalade ne se joue pas seulement dans les moments de crise. Elle se construit aussi dans le quotidien, dans les ateliers, dans les jardins, dans les espaces où les personnes accompagnées retrouvent quelque chose de leur intériorité.
Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Un collier, un bracelet? Un bras. Un bracelet. Alors, est-ce que c'est un bracelet? Peut-être. On va regarder. On va le faire élastique. D'accord? Comme ça, tu pourras l'enlever facilement. D'accord? On fait de perles. Tiens. Vas-y. Ça, c'est un collier. Oui, c'est toi qui as décidé de faire un collier. Un bras, un collier. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée à rejoindre l'équipe mobile de désescalade? Alors, en fait, j'ai pu visualiser il y a 1 an une webconférence organisée par la NAP. Et le titre, c'était La contention et l'isolement. Et en fait, suite à tout ce qui a été dit lors de cette conférence, juste après, je découvre qu'il y avait un projet qui nous a été présenté par mail où il y avait un recrutement. Ben, à ce moment-là, ça m'a parlé et je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'aimerais bien faire partie des personnes qui contribuent à l'apaisement et à apaiser en matière de crise, en matière d'agressivité en psychiatrie, et pourquoi pas. Je dirais que la plus-value éducative dans une situation de crise, pour l'éducateur en tout cas, réside dans la capacité à maintenir une approche centrée sur la personne. Puisqu'on dira qu'on est à l'hôpital, on a tendance à se soucier de la personne, du moins de son état de santé, de tout ce qui est en lien avec les médicaments, le traitement. Et l'éducateur, lui, est plus centré sur les émotions de la personne, ses besoins, son histoire, son parcours de vie. Les malades. Est-ce que tu as demandé aux soignants quelque chose pour la tête? Mais il ne veut pas rester. Il parle trop dans la tête. Derrière chaque atelier, derrière chaque geste accompagné, il y a une philosophie commune. La personne avant la pathologie. On attend pas de parler. Aujourd'hui, tu es jeune. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vas dire? Non, depuis combien de temps, il ne veut pas rester. Tu es jeune. Non, je ne veux pas rester. Mais parfois, je m'assois dans ma chambre et il me réveille. Tu dois avoir une demande de ne pas te réveiller. Ça m'énerve, il est vraiment très sortir. Il n'a pas rigolé là, il ne s'occupe même pas de toi. Regarde, il est concentré sur ses affaires. Une équipe, un choix, une façon d'être soignant. Je crée du lien avec une personne en souffrance psychique en l'écoutant, en ayant une approche de non-jugement, empathique avec elle. C'est vrai que j'ai tendance à l'écouter et à ne pas la voir, du moins voir carrément la maladie, mais voir la personne. Et donc, ce qui fait que c'est comme ça. C'est pour ça, en fait, tous les jours, on passe en service, on crée déjà une relation de confiance, on crée déjà... oui, donc voilà, une relation de confiance. Donc, ce qui fait que lorsque la personne est en crise, on a quand même déjà les éléments et pour lui permettre, en tout cas, de s'apaiser seul. Il faut surtout s'adapter à la personne qui est en face de nous. Il faut surtout, en amont, voir avec l'équipe, puisqu'on ne peut pas non plus travailler sans l'équipe. Il faut également cette capacité d'écoute active. Il faut également l'empathie, la bienveillance et toujours prendre en compte le besoin de la personne, puisque si on ne le prend pas en compte, on aura du mal à désamorcer la crise. Un collier tressé en silence, une plante repiquée avec soin. Des gestes simples, mais chargés de sens. Celui de la vie qui continue, même après la tempête. Ok?
Ah. La deuxième dimension de nos missions, c'est la dimension formation. C'est effectivement de pouvoir permettre à nos collègues, au personnel, d'utiliser un langage commun en matière de gestion de l'agressivité et de la violence. D'où l'intérêt de ces formations. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui avec cette dizaine de participants pour dispenser la formation Omega, qui est donc une formation sur 4 jours et qui nous permet effectivement de pouvoir dispenser un certain nombre d'outils, un certain nombre de méthodes à nos collègues afin qu'ils soient prêts pour pouvoir effectivement intervenir face effectivement à des situations d'agressivité, de violence, toujours dans un souci de désescalade. Notre objectif au sein de l'équipe mobile de désescalade, c'est effectivement de pouvoir tout mettre en œuvre pour éviter les moyens de coercition, type isolement, contention, ou éviter surtout l'intervention physique. Le regard que j'en ai, c'est le regard du cadre qui les voit intervenir au sein de l'unité. Et je vois quels sont les apports et les bénéfices qu'on en tire. Parce que c'est vraiment une équipe disponible qui se rend disponible très rapidement dans les situations de tension, de conflit, mais même avant. Hein. Et le fait qu'ils soient présents en amont, ça facilite beaucoup après leur intervention lors de situations un peu plus complexes. Rejoindre l'EMD ne s'improvise pas. Cela s'apprend. Le corps autant que l'esprit. La formation GAPSA apprend à anticiper, à lire les signaux avant que la crise éclate, à désamorcer avant même que les mots soient nécessaires. Et inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Alors, c'est vraiment, on va dire que c'est un outil, mais c'est vraiment un état d'esprit, hein, la communication non violente. Et moi, j'encourage chaque personne à le faire. Parce que c'est vraiment intéressant, et pas que au travail, dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc elle permet un élan de coopération, une empathie, l'authenticité des échanges, et elle permet d'éviter l'escalade relationnelle. Toujours le même but, c'est tout ce qui va être gestion au maximum verbale des événements et des situations d'agressivité ou encore de violence. Tout ça dans le principal but de pouvoir préserver la sécurité, qu'elle soit physique ou mentale, que ce soit la nôtre, celle de l'usager ou de nos collègues, c'est ça l'objectif. Régler les situations d'agressivité en préservant la sécurité. C'est pas évident. Oui, c'est vrai que là... Ça permet effectivement. Alors après plusieurs mois d'opération de l'équipe de désescalade, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une plus grande facilité à gérer les situations en amont de crise, et donc une baisse des situations vraiment très très explosives et une meilleure gestion de l'accompagnement des patients qui sont arrivés très tendus, qui sont passés par des chambres sécurisées et qui doivent réintégrer le service classique. Et donc cette espèce de transition de la chambre sécurisée à la chambre classique qui peut se faire de manière un petit peu plus accompagnée. C'est une équipe qui a été attendue dès son annonce et qui maintenant est très très bien accueillie. Et je pense vraiment qu'on ne peut plus s'en passer. Là, il faut travailler avec eux. Je pense que l'impact sur les patients, c'est une baisse des situations agressives et donc une plus grande sérénité des patients dans le service, que ce soit pour les patients qui seraient à l'origine de crise et donc pour qui on évite ces situations-là, et une sérénité pour les autres patients qui sont moins témoins de situations très explosives qui peuvent être un petit peu anxiogènes pour eux. J'ai même moi aussi au niveau des patients plus alors à mon échelle, plus d'observance au niveau de la prise des traitements, dans le sens où comme on a plus pris le temps à un moment où tout le monde est un peu calme d'expliquer les choses, au final, ils prennent les traitements sans discuter parce qu'ils ont pris le temps de comprendre un peu ce qu'on fait. Alors, j'ai eu affaire à l'EMD à plusieurs reprises. Ça m'a été très bénéfique parce qu'ils apportent une écoute très attentive, très active. Ils permettent aux patients de verbaliser leurs problèmes. Étant donné que l'équipe paramédicale n'a pas tout le temps le temps,
eux, ils prennent le temps pour nous, ils s'arrêtent et ils écoutent, ils donnent des conseils. Et je trouve que sans l'EMD, j'aurais vu l'hospitalisation comme quelque chose d'emprisonnant avec aucune aide particulière. Donc je remercie l'AMD de pouvoir prendre soin de moi et de pouvoir prendre soin des autres aussi. L'impact sur les professionnels, je pense que c'est de la sérénité aussi. C'est plus facile d'ouvrir des chambres sécurisées si on sait qu'il y a une meilleure gestion de la transition derrière. C'est plus tranquillisant aussi pour nous de savoir que des situations potentielles de crise peuvent être désamorcées en amont. Donc voilà, je pense que c'est une sérénité qui se partage, côté patient et côté soignant. Oui, l'ambiance générale est effectivement à la sérénité. Moi, personnellement, je suis quand même très, très rassurée qu'ils aient été là au début pour les entrées, qu'ils soient là quand j'en ai besoin. D'autant qu'en tant que généraliste, l'examen clinique et physique, on est plus proche et que comme la proximité est quand même réduite avec les patients, on a besoin de nous d'être sereins et que eux le soient aussi. C'est bon? C'est bon. Magnifique.